Avant de commencer cet épisode, j'aimerais vous inviter à le liker, commenter, partager, ainsi qu'à vous abonner en activant la cloche. Vous pouvez également regarder quelques publicités sur YouTube si vous le désirez. Je vais également vous demander de rester jusqu'à la fin de l'épisode. J'ai une petite annonce à faire. S'il y a une chose que l'on peut dire sur l'année 2020, c'est qu'elle aurait été, et pas qu'un peu, autant couleur. Que ce soit dans l'actualité mondiale avec la pandémie de Covid-19 ou le spatial avec le développement du Starship et la comète C2020 F3 Neowise, ce ne sont pas les surprises qui ont manqué. Mais 2020 aura aussi été une année martienne, avec des missions vers notre voisine venues des quatre coins du globe. Il y a 2 semaines, j'ai parlé de la mission Hope des Émirats Arabes Unis, et pour cet épisode, on va encore parler d'une mission martienne. Aujourd'hui, on va prendre 5 minutes pour parler de la mission martienne chinoise Tianwen-1, mission qui a décollé le 23 juillet 2020 à bord du lanceur chinois Long March 5. Avant de commencer l'épisode, j'aimerais juste vous signaler que certaines informations sur la mission sont floues et que, donc, il est probable que certains détails ne soient pas cités dans la vidéo. La Chine étant ce qu'elle est, certains détails techniques de la mission sont quasiment impossibles à vérifier ou trouver, ce qui fait qu'il est également possible que cet épisode soit un peu plus bref que la moyenne. Pour commencer notre histoire, il va falloir remonter au début des années 2010. Plus précisément en 2011, avec l'échec de la mission de retour d'échantillons de Phobos lancée par la Russie, Phobos Grunt. Cette mission embarquait en effet un petit orbiteur chinois nommé Yingguo 1. Malheureusement, comme vous le savez si vous avez vu l'épisode sur le retour de la Russie sur la Lune, Phobos Grunt a été un échec et la Chine a décidé de faire cavalier seul pour envoyer une mission martienne. Celle-ci, nommée Huoxing 1, sera révélée en 2014. Huoxing 1 changera ensuite de nom pour devenir Tianwen 1. Tian signifiant ciel et Wen question. On peut donc traduire son nom par question au ciel. Tianwen 1 est aussi l'occasion pour la Chine de reprendre sur de nouvelles bases, ce qu'elle n'hésitera d'ailleurs pas à faire. Ainsi, il sera décidé d'envoyer vers Mars non pas un simple orbiteur, mais un orbiteur et un rover. Pour le rover, la Chine a choisi une méthode d'atterrissage classique et éprouvée. Le rover se situe dans une plateforme, dans un bouclier thermique, qui sera ensuite largué, avant le déploiement d'un parachute. Les propulseurs montés sur la plateforme viennent, ensuite, prendre la relève pour poser le rover en douceur sur Mars. Ensuite, le rover descend de sa plateforme et n'a plus qu'à commencer à explorer. Mais pour garantir la sécurité du rover martien, la Chine va aussi s'inspirer de son expérience lunaire avec les missions Chang'e, et ce, notamment, pour les systèmes de guidage et de détection d'obstacles. En réutilisant ces systèmes lunaires, la Chine dispose ainsi de plus de garanties sur la fiabilité des logiciels et du matériel, tout en réduisant les coûts ainsi que les risques de mauvais atterrissage du rover, qui pourraient sérieusement l'endommager et le rendre totalement inopérable. Si Tianwen 1 est un succès et réussit à se poser sur Mars, la mission deviendra la première mission interplanétaire chinoise. Tianwen 1 permet, ainsi, de tester les technologies de contrôle, de guidage, de communication et j'en passe. Et mine de rien, cette mission sera assez importante pour les suivantes. Suivantes qui incluent notamment une mission de retour d'échantillons du sol martien vers 2030. Mais je réalise que l'épisode est déjà bien avancé, et je n'ai pas encore vraiment parlé du rover et de l'orbiteur. Alors je vais essayer de faire court, mais on va rapidement aborder ses caractéristiques, ses objectifs et j'en passe. Tout d'abord, l'orbiteur. D'une masse de 3,1 tonnes, il est équipé de 7 instruments. Le premier instrument, c'est une caméra à résolution modérée,
qui photographiera Mars, la Lune et la Terre en partant et sera capable de voir des détails de 100 mètres à la surface. Mais il ne faut pas croire que l'orbiteur aura une résolution assez basse, bien au contraire. La seconde caméra, haute résolution cette fois, permettra de voir des détails à la surface de Mars de l'ordre de 50 cm. Si la première caméra, avec sa plus faible résolution, permettra d'obtenir un plan en 3 dimensions du site d'atterrissage par exemple, et est, elle, plus dédiée à la cartographie de Mars dans son ensemble, la seconde caméra, elle, sera principalement utile à la sélection du site d'atterrissage d'une mission de retour d'échantillons. Et cette seconde caméra, comme je l'ai dit, en a dans le ventre. Elle peut, ainsi, rivaliser avec celle de la sonde Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA. L'orbiteur embarque également un radar pour la détection d'eau sur la surface jusqu'à 100 mètres de profondeur et avec une résolution de 1 mètre, un spectromètre infrarouge pour l'analyse des minéraux sur Mars, un magnétomètre pour étudier l'environnement martien, un détecteur de particules qui servira à observer la perte d'atmosphère martienne et, pour terminer, un détecteur de particules énergétiques qui étudiera aussi bien l'environnement martien qu'interplanétaire pendant son voyage. Le rover, quant à lui, embarque 2 instruments de moins que les 7 de l'atterrisseur. On y retrouve, évidemment, la caméra principale, qui est, ici, un couple de 2 caméras capables de réaliser des panoramas à 360 degrés et qui serviront pour la navigation et l'observation du terrain. Une autre caméra, multispectrale, elle, servira à étudier l'environnement proche du rover et le sol martien, et ce, en couvrant la lumière visible et le proche infrarouge. Le rover embarque aussi une station météo incluant thermomètre et tous les instruments pour mesurer la pression atmosphérique, la vitesse du vent, sa direction, etc. Mais tout comme l'orbiteur qui sera en orbite polaire, le petit rover de 240 kg embarque aussi un magnétomètre qui, quant à lui, servira plus à étudier les sols et les courants atmosphériques. Mais ce n'est pas le seul instrument que le rover emprunte à l'orbiteur. Celui-ci est également doté d'un radar pour l'étude du sol martien. En croisant ces données avec l'orbiteur, il permettra de mesurer la quantité de glace d'eau présente, son épaisseur, sa répartition, et j'en passe. Si, dans sa configuration plus large, le radar s'offre une résolution de 1 mètre, étudie la structure sur 10 mètres de profondeur et peut détecter de la glace jusqu'à 100 mètres sous le sol, la configuration plus fine, elle, permet d'observer la glace jusqu'à 10 mètres sous le sol, d'en étudier la structure jusqu'à 3 mètres, le tout avec une résolution de quelques centimètres. Mais Tianwen-1 est également doté d'un laser qui permettra, en vaporisant une fine couche de roche, d'en étudier la composition, une méthode très précise et déjà utilisée pour le rover Curiosity par exemple. Si tout se passe bien, le duo devrait arriver près de Mars en février 2021 et, si l'insertion en orbite et l'atterrissage du rover sont un succès, la Chine disposera de l'un des meilleurs rovers à la surface de Mars. Il n'est pas exagéré, je crois, de dire qu'avec les instruments que s'offre cette mission, la probabilité que celle-ci permette de grandes avancées dans la compréhension du passé de la planète rouge est plus qu'importante. Tianwen n'est, cependant, pas dédié qu'à l'étude de son passé, puisque, comme je le disais, la mission s'intéresse aussi à l'environnement magnétique autour de Mars, à son atmosphère et à ses minéraux, qui, il faut l'avouer, en disent malgré tout long sur son passé. Malheureusement, il est, je crois, important de rappeler que la Chine est loin d'être le pays le plus ouvert, et, si des découvertes ou avancées sont faites, il sera probablement plus difficile pour des équipes scientifiques externes d'accéder aux données de la mission. Mais dire que la Chine fait cavalier seule pour cette mission serait également assez réducteur. La mission a en effet bénéficié du soutien du CNES, de l'ESA, de l'Agence spatiale suisse et de l'Agence spatiale argentine. Ne vous inquiétez pas, j'ai également appris son existence aujourd'hui. Et cette agence fera d'ailleurs aussi probablement le sujet d'un épisode. Mais revenons-en encore quelques instants à Tianwen-1. La mission a décollé avec succès le 23 juillet 2020 depuis la base de lancement de Wenchang en Chine. La fusée Longue Marche 5,
qui a lancé la mission, a réussi son 3e vol depuis son échec de 2017. Et cela va permettre à la Chine de se tourner vers l'avenir de son exploration spatiale. Mais ça, c'est une autre histoire, et on en parlera dans de futurs épisodes. En attendant, c'est sur celui-ci qu'on va se quitter pour les vacances. Les épisodes reprendront leur rythme normal le 28 août. Le temps, pour moi, de prendre quelques congés et de préparer les grosses nouveautés que je tease depuis un peu trop longtemps maintenant. Il est cependant probable que certains épisodes sortent d'ici là. Je ne garantis cependant ni leur rythme ni leur longueur, même si je vais essayer de publier quelques petites histoires d'exoplanètes. En attendant, c'est sur ceci que l'on va se quitter pour cet épisode. Quant à moi, je vous souhaite de bonnes vacances et vous donne rendez-vous fin août pour la reprise des épisodes. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres et à bientôt pour une nouvelle dose d'espace.